La phrase de William Ruto n'a pas seulement provoqué une polémique, elle a ouvert une ligne de fracture. Quand le président kényan affirme qu'Emmanuel Macron est, selon lui, le seul dirigeant du G7 capable de parler le langage des Africains, une partie de la rue africaine entend immédiatement autre chose. Elle entend le retour d'un vieux réflexe politique. Elle entend une élite africaine qui demande encore à Paris de valider l'avenir du continent. À Nairobi, la colère monte vite. Des militants panafricanistes descendent dans la rue. Des slogans contre l'impérialisme français circulent. Des organisations civiles organisent une contre-rencontre panafricaine. La police intervient. Les images se propagent. Et au centre de cette tension, même s'il n'est pas présent dans la salle, un nom devient impossible à ignorer: Ibrahim Traoré. Pourquoi Traoré? Parce que son pouvoir au Burkina Faso s'est construit sur une rupture directe avec ce système. Là où Ruto parle de partenariat, Traoré parle de souveraineté. Là où Nairobi cherche des mécanismes pour attirer les capitaux, Ouagadougou cherche à briser les chaînes politiques, militaires et symboliques héritées de la présence française. Cette opposition transforme une simple déclaration diplomatique en duel idéologique continental. Le message de Ruto est présenté comme économique. Il parle d'infrastructures, de fonds de pension, d'assurance, de milliards à mobiliser pour financer la transformation africaine. Mais pour ces critiques, le problème n'est pas l'investissement. Le problème, c'est le cadre politique dans lequel cet investissement est présenté. Quand Macron est célébré comme un partenaire naturel du développement africain, les panafricanistes y voient une tentative de réhabiliter l'influence française au moment même où le Sahel tente de s'en détacher. C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré devient centrale. En expulsant les forces françaises et en renforçant l'axe souverainiste du Sahel, il a donné une forme politique à une colère longtemps diffuse. Il a transformé le rejet de la France-Afrique en acte de gouvernement. Et chaque fois qu'un dirigeant africain rapproche publiquement son projet de Paris, les partisans de Traoré y voient une menace contre cette dynamique. La vraie question n'est donc plus de savoir si Macron plaît ou non à une partie de l'Afrique. La vraie question est plus brutale: l'Afrique avance-t-elle vers un modèle de souveraineté radicale, incarné par Traoré, ou vers un modèle de partenariat contrôlé, défendu par des dirigeants comme Ruto? Et cette question commence seulement à révéler son coût politique. Derrière les manifestations de Nairobi, il existe une réalité beaucoup plus vaste que la simple polémique autour d'Emmanuel Macron. Ce qui se joue en Afrique aujourd'hui, c'est une bataille pour définir qui contrôlera les leviers politiques, économiques et sécuritaires du continent pendant les prochaines décennies. Et dans cette bataille, Ibrahim Traoré est progressivement devenu l'un des acteurs les plus observés. Lorsque le président burkinabé arrive au pouvoir, le Sahel est déjà plongé dans une crise profonde. Les attaques djihadistes se multiplient. Les gouvernements civils perdent leur crédibilité. Les populations accusent les anciennes puissances coloniales de maintenir une présence militaire sans apporter de stabilité réelle. Dans plusieurs pays, la frustration populaire grandit contre la France. Mais jusqu'à l'arrivée de Traoré, peu de dirigeants avaient transformé cette colère en stratégie politique complète. Traoré comprend rapidement une chose essentielle. Dans le Sahel, la question sécuritaire ne peut plus être séparée de la question de souveraineté. Pour lui, tant que les décisions militaires dépendent d'alliances extérieures, les gouvernements africains resteront vulnérables politiquement. C'est cette logique qui explique les ruptures successives avec Paris. Expulsion des forces françaises, réduction de la coopération militaire traditionnelle, discours accusant certaines puissances étrangères de maintenir l'Afrique dans une dépendance permanente. Chaque décision renforce son image auprès des mouvements panafricanistes. Mais cette stratégie comporte aussi un immense risque. Car pendant que Traoré gagne en popularité dans une partie de l'opinion africaine, plusieurs gouvernements craignent qu'un tel modèle provoque un choc économique et diplomatique incontrôlable. Beaucoup de pays restent dépendants des investissements étrangers, des financements internationaux et des mécanismes financiers liés aux institutions occidentales. Pour eux, une rupture brutale avec les partenaires historiques
pourrait déstabiliser des économies déjà fragiles. C'est précisément dans ce contexte que le discours de William Ruto prend une importance particulière. Contrairement à Traoré, le président kényan défend une stratégie fondée sur l'intégration économique mondiale. Il insiste sur les infrastructures, les partenariats financiers et les grands mécanismes d'investissement. Il parle d'utiliser les ressources africaines pour attirer davantage de capitaux. Son objectif affiché est de transformer l'Afrique en puissance économique compétitive sans rompre totalement avec les partenaires occidentaux. Mais pour les partisans de Traoré, ce langage ressemble dangereusement aux anciennes promesses de développement qui, selon eux, ont maintenu l'Afrique dans un état de dépendance. Il rappelle le franc CFA. Il rappelle les accords militaires. Il rappelle les accusations d'ingérence politique et les contrats miniers controversés. Dans leur lecture, chaque rapprochement avec Paris risque de restaurer l'influence que le Sahel cherche précisément à détruire. Cette opposition idéologique crée désormais une fracture visible entre plusieurs visions africaines du futur. D'un côté, des dirigeants qui veulent réformer les relations avec l'Occident tout en conservant les investissements internationaux. De l'autre, un courant souverainiste beaucoup plus radical, porté par Ibrahim Traoré et renforcé par les alliances émergentes du Sahel. Et cette fracture devient encore plus dangereuse parce qu'elle ne concerne plus uniquement la diplomatie. Elle touche désormais la jeunesse africaine. Dans plusieurs pays, une nouvelle génération considère Traoré comme le symbole d'une Afrique capable de dire non aux anciennes puissances. Sur les réseaux sociaux, son image circule comme celle d'un dirigeant prêt à prendre des risques que d'autres évitent depuis des décennies. Mais plus cette image grandit, plus les tensions augmentent autour de lui. Car, dans les coulisses, beaucoup comprennent qu'Ibrahim Traoré ne mène plus seulement une bataille nationale. Il est en train de participer à une redéfinition complète des équilibres politiques africains, et certains acteurs internationaux commencent déjà à voir cette dynamique comme une menace stratégique majeure. La crise change brutalement d'échelle lorsque les réactions contre les déclarations de William Ruto commencent à dépasser le Kenya. Très vite, des mouvements panafricanistes dans plusieurs pays reprennent le même message. L'Afrique ne peut pas parler de souveraineté tout en réhabilitant l'influence française. Ce qui n'était au départ qu'une controverse diplomatique devient alors un affrontement idéologique continental. Dans les rues de Nairobi, certains manifestants brandissent des portraits d'Ibrahim Traoré. Ce détail attire immédiatement l'attention des observateurs politiques. Car cela montre que le président burkinabé n'est plus perçu uniquement comme un chef d'État du Sahel, il devient progressivement un symbole politique transnational. Pour ses soutiens, Traoré représente une rupture psychologique avec plusieurs décennies de dépendance africaine envers les anciennes puissances coloniales. Mais cette montée en puissance inquiète aussi de nombreux gouvernements. Car le modèle défendu par Traoré menace plusieurs équilibres établis. Si davantage de populations africaines commencent à exiger l'expulsion des forces étrangères, la remise en cause des accords économiques historiques et une autonomie militaire totale, plusieurs États risquent d'entrer dans une zone de confrontation diplomatique extrêmement dangereuse. Pendant ce temps, Emmanuel Macron tente de repositionner l'image française en Afrique. Le président français insiste sur une relation de partenariat moderne avec le continent. Il parle d'investissement, de jeunesse africaine et de coopération économique. Mais, dans une partie de l'opinion publique africaine, ces discours peinent à convaincre. Trop de souvenirs restent associés à la France-Afrique, aux interventions militaires et aux accusations d'ingérence politique. Et c'est précisément là qu'Ibrahim Traoré gagne du terrain, parce qu'il transforme une frustration populaire en stratégie de pouvoir visible. Chaque rupture avec Paris renforce son image de dirigeant prêt à défier un système que beaucoup considèrent encore dominant. Même ses critiques reconnaissent que son influence médiatique dépasse désormais largement les frontières du Burkina Faso. Cependant, derrière cette popularité, les tensions deviennent explosives. Dans plusieurs capitales africaines, certains responsables craignent qu'une vague souverainiste radicale fragilise les alliances régionales existantes. Des investisseurs étrangers observent également la situation avec prudence, car si l'idée d'une rupture économique
avec les anciens partenaires occidentaux gagnent du terrain, les conséquences pourraient toucher les marchés, les financements internationaux et les grands projets d'infrastructure. C'est alors qu'une question commence à circuler dans les cercles diplomatiques. Ibrahim Traoré cherche-t-il simplement à protéger la souveraineté du Burkina Faso? Ou tente-t-il progressivement de construire un nouveau bloc politique africain autour du Sahel? Cette interrogation devient encore plus sensible avec le renforcement des liens entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois gouvernements militaires multiplient les coopérations sécuritaires et affichent une volonté commune de réduire l'influence occidentale dans la région. Pour leurs partisans, cette alliance représente le début d'une indépendance stratégique africaine. Pour leurs adversaires, elle pourrait ouvrir une période de confrontation géopolitique beaucoup plus instable. Et pendant que les manifestations continuent, une réalité commence à apparaître clairement. Le débat ne concerne plus uniquement Emmanuel Macron ou William Ruto. Le véritable centre de gravité du conflit est désormais Ibrahim Traoré lui-même. Plus les tensions augmentent autour d'Ibrahim Traoré, plus une question devient essentielle: quelle est réellement sa stratégie? Car derrière les discours sur la souveraineté et les ruptures diplomatiques, le président burkinabé semble poursuivre un objectif beaucoup plus ambitieux qu'une simple opposition à la France. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré construit méthodiquement une nouvelle architecture politique dans le Sahel. Son approche repose sur plusieurs piliers. Le premier est psychologique. Il cherche à convaincre les populations africaines qu'il est possible de défier les anciennes puissances sans demander immédiatement leur validation. Cette dimension symbolique est capitale. Pendant des décennies, de nombreux gouvernements africains ont été accusés d'adapter leurs décisions aux réactions des partenaires occidentaux. Traoré tente de casser cette logique publiquement. Le deuxième pilier est sécuritaire. Pour le Burkina Faso, la guerre contre les groupes armés reste une question de survie nationale. Mais Traoré estime que la dépendance militaire extérieure fragilise davantage les États sahéliens. C'est pourquoi il privilégie le renforcement des forces locales, les coopérations régionales et les alliances alternatives. Cette stratégie vise aussi à réduire la capacité d'influence étrangère sur les décisions militaires du Sahel. Le troisième pilier est politique, et c'est probablement le plus explosif. Traoré comprend que le panafricanisme n'est plus seulement une idéologie historique, il devient un outil de mobilisation populaire extrêmement puissant. En se présentant comme un dirigeant capable de résister aux pressions extérieures, il transforme sa propre image en symbole continental. Chaque confrontation avec Paris, chaque critique contre la France-Afrique, chaque discours sur la souveraineté alimente cette construction politique. C'est précisément pour cette raison que les propos de William Ruto ont provoqué une réaction aussi intense aux yeux des soutiens de Traoré. Le président kényan ne défend pas seulement un partenariat économique avec la France. Il menace indirectement la dynamique politique que le Sahel tente de construire. Lorsque Ruto parle d'investissements internationaux et de coopération avec Emmanuel Macron, les souverainistes y voient un retour vers un modèle que Traoré cherche justement à remplacer. Mais la stratégie du président burkinabé ne se limite pas au rejet de l'Occident. C'est là que beaucoup d'analystes se trompent. En réalité, Traoré cherche surtout à redéfinir le rapport de force. Il veut que les États africains négocient depuis une position moins dépendante. Cela explique pourquoi son discours insiste constamment sur la dignité politique, le contrôle des ressources et la souveraineté économique. Son objectif n'est pas uniquement de fermer des portes. Son objectif est d'empêcher que les décisions africaines soient dictées depuis l'extérieur. Cependant, cette stratégie comporte des dangers considérables. Plus Ibrahim Traoré devient populaire, plus il attire l'attention des acteurs internationaux. Certains gouvernements occidentaux voient dans l'essor du souverainisme sahélien une menace pour leurs intérêts stratégiques en Afrique. Des réseaux économiques craignent également que la remise en cause des anciennes structures financières fragilise certains mécanismes régionaux hérités de la France-Afrique. Et à l'intérieur même du continent africain, plusieurs dirigeants commencent à s'inquiéter. Car si la popularité de Traoré continue de grandir, la pression populaire pourrait augmenter contre les gouvernements considérés comme trop proches des anciennes puissances coloniales. Cette dynamique pourrait transformer plusieurs crises diplomatiques
en crises politiques internes. C'est pourquoi le conflit autour des déclarations de William Ruto dépasse désormais largement le cadre kényan. Derrière cette controverse se cache une lutte beaucoup plus profonde entre deux visions de l'Afrique. Une vision qui privilégie les partenariats internationaux pour accélérer le développement économique, et une autre, portée par Ibrahim Traoré, qui considère que sans rupture stratégique avec les anciens systèmes d'influence, l'Afrique restera enfermée dans une dépendance permanente. Et plus cette opposition devient visible, plus le continent se rapproche d'un moment décisif. Le problème pour l'Afrique, c'est que cette confrontation idéologique arrive à un moment extrêmement sensible. Le continent connaît une croissance économique plus forte qu'au cours des années précédentes. Plusieurs gouvernements parlent désormais d'industrialisation, d'intégration régionale et de nouveaux corridors commerciaux. Les marchés africains attirent davantage d'investisseurs. Les grandes institutions financières internationales multiplient les projets d'infrastructure. Et pourtant, malgré cette dynamique, une immense partie de la population continue de penser que les bénéfices réels échappent encore aux Africains eux-mêmes. C'est précisément sur cette frustration qu'Ibrahim Traoré construit son influence. Lorsque William Ruto parle des milliards disponibles dans les fonds de pension africains ou des mécanismes capables de financer des infrastructures continentales, son discours vise à montrer que l'Afrique peut grandir grâce à des partenariats économiques modernes. Il insiste sur les banques africaines, les investissements privés et les projets régionaux. Son message est clair, le continent doit utiliser les outils de la mondialisation pour accélérer sa transformation. Mais les partisans de Traoré répondent immédiatement par une autre question qui contrôlera réellement cette transformation. Car pour eux, l'histoire africaine est remplie de projets économiques présentés comme des opportunités de développement, mais qui ont finalement renforcé des dépendances politiques extérieures. Ils rappellent les ressources minières exploitées pendant des décennies sans enrichir les populations locales. Ils rappellent les accords monétaires contestés. Ils rappellent les gouvernements soutenus parce qu'ils protégeaient certains intérêts stratégiques. Dans cette lecture, le débat autour de Macron devient presque secondaire. Le vrai sujet est le contrôle du futur africain. Et c'est là que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension beaucoup plus dangereuse pour ses adversaires. Parce qu'il ne parle pas seulement aux élites politiques, il parle directement à une jeunesse africaine frustrée par le chômage, les inégalités et la sensation d'un continent constamment dépendant des décisions prises ailleurs. Cette jeunesse voit dans le président burkinabé une forme de défiance radicale que beaucoup d'anciens dirigeants n'ont jamais osé afficher. Sur les réseaux sociaux, cette dynamique devient massive. Les vidéos de Traoré circulent largement. Ses discours sont transformés en symboles de résistance. Certains militants commencent même à présenter le Sahel comme le centre d'un nouveau réveil politique africain. Plus cette image grandit, plus les tensions diplomatiques augmentent autour des gouvernements considérés comme trop proches des anciennes puissances occidentales. Mais cette montée du souverainisme comporte aussi des risques internes majeurs. Car rompre avec certains partenaires historiques sans disposer immédiatement d'alternatives économiques solides peut fragiliser plusieurs États. Les sanctions, les difficultés financières ou les tensions sécuritaires peuvent rapidement déstabiliser des gouvernements déjà confrontés à des crises complexes. Les critiques de Traoré affirment justement que le discours révolutionnaire ne suffira pas à garantir le développement économique du Sahel. Pourtant, malgré ces critiques, une réalité devient impossible à ignorer. Le centre du débat africain est en train de changer. Pendant longtemps, la question principale était de savoir comment attirer davantage de partenaires internationaux. Désormais, une autre interrogation domine progressivement: comment empêcher que ces partenariats se transforment encore en mécanismes d'influence politique? Et tant qu'Ibrahim Traoré continuera d'incarner cette rupture symbolique, chaque dirigeant africain sera obligé de se positionner. Soutenir une coopération étroite avec les anciennes puissances occidentales risque désormais d'être perçu comme un choix politique explosif. Ce qui signifie qu'après Nairobi, le continent pourrait entrer dans une période où chaque alliance internationale deviendra aussi une bataille idéologique intérieure. Au final, la controverse, déclenchée par les déclarations de William Ruto,
révèle quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple débat diplomatique autour d'Emmanuel Macron. Elle montre qu'une nouvelle bataille politique traverse désormais l'Afrique. Une bataille entre ceux qui pensent que le continent doit transformer ses relations avec les puissances occidentales sans rompre avec elles, et ceux qui considèrent qu'aucune véritable souveraineté africaine ne sera possible sans une rupture radicale avec les anciens systèmes d'influence. Dans cette confrontation, Ibrahim Traoré occupe une place centrale, parce qu'il a compris, avant beaucoup d'autres, que la question de la souveraineté n'est pas seulement militaire ou économique, elle est aussi psychologique. Tant que les populations africaines auront le sentiment que leurs gouvernements dépendent encore de validations extérieures, la colère contre les anciennes puissances coloniales continuera de grandir. Et c'est précisément cette colère que Traoré a transformée en force politique. Mais son ascension change aussi les règles du jeu pour tout le continent. Désormais, chaque président africain qui se rapproche publiquement de Paris, de Washington ou d'autres partenaires occidentaux risque d'être comparé au modèle souverainiste du Sahel. Chaque accord économique peut devenir une controverse politique. Chaque coopération militaire peut être accusée de cacher une nouvelle forme de dépendance. Ce phénomène crée une pression immense sur les gouvernements africains, particulièrement dans une période où les populations réclament davantage de contrôle sur les ressources et les décisions nationales. Pourtant, le futur reste totalement incertain. Car, si le discours souverainiste gagne du terrain, les réalités économiques demeurent brutales. Les États africains ont besoin d'investissements, d'infrastructures et de stabilité financière. La rupture totale avec certains partenaires internationaux comporte donc des risques considérables. C'est pourquoi plusieurs dirigeants tentent encore de défendre une voie intermédiaire entre indépendance politique et coopération économique mondiale. Mais une chose paraît désormais claire. Le débat africain a changé de centre de gravité. Pendant des décennies, beaucoup de gouvernements cherchaient surtout à convaincre les puissances étrangères d'investir davantage en Afrique. Aujourd'hui, une partie croissante du continent demande d'abord qui contrôlera réellement cet avenir. Et dans cette nouvelle bataille idéologique, Ibrahim Traoré n'est plus simplement le président du Burkina Faso. Il est devenu le symbole d'une Afrique qui veut désormais négocier autrement avec le reste du monde. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi explosive pour les années à venir.